Bonjour, bonjour, bonjour. Bon alors, vous avez, je pense, tous vu la nouvelle. Tous les collègues en ont parlé, dès vendredi midi, je pense que tout le monde a allumé sa cam pour faire un énorme react un peu outré de la nouvelle. Bon, moi j'ai mis un peu plus de temps, mais en même temps, je pouvais pas éviter la news. À la base, j'avais pas prévu d'en parler, mais vous savez aussi que, ça fait presque 10 ans que je bosse dans la production ciné, que je suis un petit peu fasciné par ce qui se passe dans les coulisses de notre art préféré, et que pour les avoir un peu vécu de l'intérieur, je suis toujours un peu fasciné par la manière dont les rouages politiques se mettent en place dans le 7ème art. Du coup, ouais, j'ai mis du temps pour sortir cette vidéo, mais je vais prendre un angle qui est, je pense, assez différent de ceux des copains. L'info de base, c'est que Netflix vient de racheter la Warner pour près de 90 milliards de dollars. Ça, c'est le postulat de départ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, déjà, première info, cette vidéo, elle sera sourcée. Tout ce que je vais dire, j'ai mis les sources en description. L'idée, c'est qu'on comprenne simplement tous ensemble ce qui est en train de se jouer sous notre tronche, les conséquences que ça aura sur l'avenir du cinéma, et pour ça, je vais vous montrer les 3 scénarios dans lesquels je crois le plus, des projections quasi certaines, enfin franchement, pour moi, ça fait aucun doute, du plus gros rachat de l'histoire du divertissement depuis Disney Fox. About Warner Brothers, they were there at the very beginning. They were not only creating an art form, but also an industry. And you had to be tough. Concrètement, en achetant Warner Bros, mais aussi du coup HBO, HBO Max, DC Comics, Netflix vient juste d'acheter un pan entier de l'histoire du cinéma. On va en parler de tout ça dans cette vidéo, on va décortiquer tout ce que ça veut dire réellement, parce que derrière les communiqués corporate et les promesses du genre on va respecter la Warner, on va respecter les salles, non, il y a un vrai risque, enfin même plus qu'un risque, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, un tournant pour les salles en ce moment, mais aussi pour les créateurs, pour les artistes et surtout pour la diversité culturelle. Parce que quand on a cette info, Netflix achète Warner, l'erreur qu'on fait tous, je pense qu'on pense tous direct au patrimoine, aux décennies de cinéma, de séries, d'univers, de projets cultes qui appartiennent désormais à Netflix. Au patrimoine, on pense aussi aux infrastructures physiques et morales, c'est-à-dire que maintenant Netflix possède les plateaux de tournage de la Warner, les cinémas de la Warner, mais aussi les artistes de la Warner. Je pense à un jeune artiste qui vient de signer un contrat de 3 films pour la Warner qu'il a signé en 2022. Mais en fait, là, le tonton, il se retrouve avec un contrat de 3 films signés pour Netflix. Et ça n'a rien à voir. Ça change complètement la donne pour lui. La Warner, c'est 100 ans de cinéma. Netflix, c'est 10 ans de data, d'algorithmes, de décisions automatisées, de standardisation des œuvres, mais ça on va en parler parce que vraiment c'est du concret ce que je vous dis. Netflix a des data faits pour standardiser toutes ses œuvres et toutes ses productions. Toutes les sources sont encore une fois dans la description, on va en parler plus en détail, mais Netflix c'est aussi une plateforme qui massacre ses propres productions si elles ne franchissent pas le cap qu'elle voulait. Netflix peut arrêter une série après 2 épisodes si en fait cette série n'a pas son succès d'audience. Et ce titan qu'est Netflix, qui annule des séries ou des œuvres culturellement quand même assez importantes juste parce qu'elles ne rentrent pas dans ces cases, va diriger HBO, c'est-à-dire le studio derrière The Wire, derrière Les Sopranos, derrière Succession. Je vous laisse quand même un peu capter l'ironie du tintouin. I'd never seen films like that before. Everything working together for the vision of a filmmaker. Alors on a un communiqué de Netflix qui globalement assure que tout va bien, qu'ils vont prolonger le catalogue Warner, respecter les salles, renforcer l'écosystème du divertissement. Je vois pas comment on peut faire plus flou que cette phrase-là, vraiment. Mais bon, attendez, on parle de Netflix, les cocos. La même entreprise qui valide que des projets safe validés par tableur Excel, qui sort ses films en salle uniquement pour qu'ils soient éligibles aux Oscars, qui refuse la fenêtre cinéma et qui est en guerre contre les cinémas depuis une décennie, c'est leur business model, qui impose une esthétique uniforme mais vraiment tellement standardisée, et qui a finalement aussi peu de respect pour les licences qu'elle acquiert et non pas qu'elle crée, et c'est là toute la différence, que Disney en fait. Quand Disney achète Predator Alien, ils s'en foutent complètement, c'est du contenu, c'est pour produire du contenu, c'est pas leur licence, c'est la licence qu'ils ont achetée. C'est pareil pour Netflix, et quand Netflix dit qu'ils vont respecter l'héritage Warner, pour moi c'est un peu comme si Amazon achetait Notre-Dame de Paris et disait qu'ils allaient respecter l'héritage culturel du lieu. Je veux dire, pour moi c'est absurde. Et évidemment il y a eu des réactions, notamment la première réaction c'est l'UNIC, donc l'Union internationale des cinémas, qui a juste dit qu'en fait cet achat va clairement entraîner des fermetures massives de salles. Pourquoi? Parce que Netflix en fait, tout bêtement, Netflix c'est la plateforme qui a construit tout son empire contre les salles. Leur modèle il est simple, plus tu restes chez toi, plus ils gagnent. Et maintenant ils dirigent la Warner
Warner, qui était un studio qui distribuait des dizaines de grosses productions, dans les salles par an, et du coup on sait ce qui va se passer, et Netflix va la jouer, pour moi, clairement, très finement, en 3 étapes. 1, la Warner va commencer peu à peu à réduire ses sorties cinéma. 2, Netflix va exiger à propos des films qu'ils daignent sortir dans les salles, des fenêtres très réduites de diffusion pour que ces films se retrouvent sur Netflix très très rapidement. 3, ces blockbusters vont même plus sortir en salle et vont se retrouver directement sur Netflix un vendredi matin pour booster un trimestre financier pour les actionnaires. En fait, c'est ça que Netflix recherche, très concrètement. C'est être l'endroit où tout sort. Et même pire que ça, être le seul endroit où ça sort. C'est là le vrai gros danger en fait entre Netflix et Disney, c'est cette espèce de monopole culturel total. Warner Brothers, to me, was Hollywood. Alors, vous voulez parler chiffres? Ok, parlons chiffres, les cocos. On nous annonce 2 à 3 milliards d'économies par an suite à cet accord. Ok, sauf que ça, on sait bien ce que ça veut dire, les économies, quand on parle d'une entreprise artistique. Licenciement, fermeture de division, annulation de projets non rentables, recentrage sur les contenus dits mainstream, moins de diversité, moins de risques artistiques. Tout c'est froid, mais c'est tout bête. C'est clairement pas une projection catastrophe, ce que je suis en train de faire. C'est une réalité implacable. C'est une réalité très concrète, quoi. Et avec cette réalité-là, tout ce qui fait du cinéma, le cinéma, est voué à mourir, quoi. Après, attention, je dis pas que la Warner, avant le rachat par Netflix, c'était aussi autre chose qu'une entreprise qui était évidemment très intéressée par la grosse tunasse. Évidemment que la Warner était très intéressée par les chiffres et la rentabilité max. Évidemment. Bien sûr que si. Mais ça reste aussi un studio de cinéma. À l'héritage colossal, la Warner, qui fait du cinéma depuis 100 ans, qui a produit des films que Netflix aurait jetés dès la première page du script. Je veux dire, la Warner, c'est le studio qui a produit Casablanca, 2001, l'Odyssée de l'espace, The Dark Knight, Blade Runner, Matrix. C'est aussi HBO, la chaîne qui a créé Les Sopranos, The Wire. Je veux dire, chez la Warner, le succès d'une œuvre se mesure en réception critique et publique, sur le long terme, sur comment il est reçu dans le long terme, sur l'héritage aussi que va laisser cette œuvre. Chez Netflix, le succès il se mesure en minutes visionnées, en secondes d'attention, en taux de clics sur la page d'accueil. En gros, le jour où Netflix reçoit une proposition de scénario comme Casablanca, ou alors un énième projet un peu foireux, genre comédie-action avec Ryan Reynolds dans le rôle principal et Gal Gadot, réalisé par les frères Russo, faut pas se faire d'illusions sur le film qu'ils vont choisir de produire, quoi. Et tout ça avec l'étiquette Warner. Where'd you get that jacket? It's a statement piece. Somewhere there's a very nude cow whispering, worth it. Et le pire des problèmes, et ça je l'ai longuement parlé déjà dans une vidéo qui s'appelait sobrement Netflix va tuer le cinéma, qui est sortie il y a quand même 2 ans, mais les gars, j'étais quand même pas le roi, Je veux dire, on sait que toutes les productions de Netflix, même celles des grands réals qui vont s'y enfermer, comme de Cuarón à Scorsese, en passant par Fincher, qui est l'exemple le plus désastreux de ça, où les cinéastes, ces grands cinéastes-là, sont voués à s'auto-caricaturer, on sait que les productions de Netflix sont complètement standardisées. Je vais détailler quand même ça, parce que Netflix a une base de données gigantesque, et comment Netflix choisit de financer ou même de créer de A à Z une œuvre ou une série ou un film, en s'appuyant sur ce centre de données gigantesque qu'ils ont accumulé au fil des années. Et il y a un formatage, mais je veux dire un formatage bien réel en fait, parce que ça c'est dans les sources simples, vous allez pouvoir voir, c'est une liste réelle que je vous donne là. Netflix envoie une liste aux gens qui travaillent avec eux, avec des sources d'étalonnage, avec des caméras à ne pas utiliser, des recommandations qui sont des obligations, basées autant sur le prix de location des caméras sur tel ou tel lieu de tournage, qui va du coup être favorisé, que sur le fait que le scénario doit absolument décoller avant la 20e page, que concrètement chaque scène doit absolument faire évoluer le récit ou incarner une information et qu'il n'y a aucun espace pour l'inconscient ou le vide. Je veux dire, on est dans l'économie de la vitesse avec des plans qui durent 20 secondes maximum et qui doivent s'enchaîner, où les spectateurs doivent tous avoir des enjeux immédiatement, où il faut absolument pas leur laisser le temps de se poser des questions. Il y a des vraies spécificités techniques en fait. Par exemple, voilà, c'est concret, il y a une liste de caméras que les chefs-op ont le droit ou pas le droit d'utiliser. Donc tu standardises les formats, la durée, le rythme, les structures, les couleurs, les dialogues, les thèmes. Le résultat, c'est que tous les films se ressemblent, toutes les séries sont interchangeables. Et maintenant, si tu appliques ça à la Warner, évidemment, cette standardisation va s'appliquer à tout le cinéma dit mainstream, en fait. Et du coup, moi, j'ai 3 scénarios qui se détachent de ça. Et le scénario le plus probable, c'est aussi clairement le plus déprimant, c'est que, donc, peu à peu, comme je l'ai dit, Netflix va peu à peu réduire l'offre cinéma de la Warner, jusqu'à prioriser largement le streaming et jusqu'à devenir, à quelques exceptions près pour les Oscars ou pour les Golden Globes, le seul distributeur, le seul diffuseur de ces œuvres-là. Les blockbusters, ou même n'importe quel autre film, sortent en direct plateforme, de manière complètement standardisée, selon les bases de données et les
que Netflix donne aux auteurs et aux réals. Résultat, les salles de leur côté, elles crèvent complet. Les créateurs et les artistes viennent de perdre un studio qui les soutenait. Et Hollywood devient peu à peu un département de Netflix et de Disney. Scénario numéro 1, dans 2 ans on fait le point. Je pense que c'est clairement le scénario vers quoi on se dirige. Autre scénario, c'est que Netflix, c'est encore presque pire en fait, impose ses conditions à l'industrie entière. Parce que la Warner était aussi vraiment une rampe de lancement, un tremplin pour énormément d'autres jeunes studios ou d'autres petites œuvres beaucoup plus modestes qui du coup là soit ne pourront pas exister, soit elles pourront exister selon les conditions de Netflix. Les concurrents pour combattre ça n'ont pas d'autre choix que soit de mourir, soit de fusionner. Et là, ça reste encore un énorme bouleversement pour l'Hollywood moderne, mais pas un bouleversement qui va vers le bon sens. Sinon, et ça c'est peut-être mon scénario le plus positif, et en France c'est peut-être celui qui pourrait arriver, parce que mine de rien, même si tout le monde crache sur le cinéma français, on est quand même vachement protégé de ce niveau-là. Le deal il se fait, mais en France, on a moins d'impact, c'est-à-dire qu'il y a des restrictions, le cinéma français est quand même protégé, ne serait-ce que par la chronologie des médias, ne serait-ce que par aussi le fait que il y a l'exception culturelle française en fait. Et il y a des régulateurs qui font que peut-être qu'en France, Netflix, même s'ils ne veulent pas, mais en fait par pure obligation, sera juste obligé, s'ils ne veulent pas complètement se fermer du cinéma et du marché français, voire même européen, de respecter certaines règles, de respecter les salles, de préserver certaines divisions, de maintenir un minimum de diversité. Ça, ce serait presque un happy end en soi. Mais clairement, j'y crois pas trop, quoi. Enfin, on a vu avec Disney à quel point on était fragile, à quel point les autorités antitrust, ils n'ont pas beaucoup de poids finalement. Je veux dire, j'ai vu un peu trop de dingueries de Disney Plus depuis 3 ans pour avoir encore cette naïveté. Et parmi les choses qu'on n'a pas évoquées encore, là, faut le dire, c'est la disparition du cinéma événement, quoi. Les grandes sorties Warner, ça faisait partie des grandes sorties qui structuraient quand même l'année, je veux dire, Dune, le Batman, les films HBO, les films DC. Netflix, eux, ils ne communiquent jamais sur leur production sur le long terme. Les productions Netflix, même celles qui buzzent de fou, elles buzzent pour 5 jours et elles disparaissent. Le cinéma événement, dont on parle encore parfois des années plus tard, le but c'est que ça n'existe plus, T'as un contenu fait pour être consommé dans l'immédiat, quoi. Et dites-moi les cocos, avec Netflix / Warner et Disney / tout le reste, qu'est-ce qui reste studio dit moyen entre guillemets? Je veux dire Paramount, ils sont fragiles de fou en ce moment. Universal, ils tiennent difficilement même, mais ils tiennent grâce à leur parc d'attractions, quoi. Et ils tiennent grâce à leur catalogue et à leur héritage, mais on a vu avec la Warner que l'héritage, ça te garantit de rien, en fait. Les studios indépendants, j'en parle plus, ils résisteront pas, à part quelques exceptions. Clairement, on est vers un duopole, en fait. Hollywood est un duopole, officiellement avec cet achat, Disney contre Netflix. Et peu importe qui va gagner, putain, je vais me sortir la phrase de Alien vs Predator, mais peu importe qui va gagner, nous, on a perdu, les cocos. C'est vraiment l'enfer culturel, ce que je viens de vous décrire là. Et du coup, quand Netflix dit « Nous allons créer un nouveau siècle de narration », moi, honnêtement, j'entends plutôt « on va pouvoir uniformiser le monde comme on le fait depuis 5 ans sur notre plateforme de cons. » Et ce rachat, mais c'est une prise de contrôle, clairement, c'est une extension impérialiste en vrai. Et en vrai, c'est aussi un peu un danger public. Et faut voir à quel point les régulateurs vont bouger, mais je doute qu'ils fassent quelque chose, c'est clairement le dernier espoir en vrai. Si les régulateurs ne bougent pas, si les salles ne s'unissent pas, si nous, le public, on fait pas aussi l'effort d'aller vers ces salles comme un mouvement de protestation, si les créateurs, les artistes n'élèvent pas la voix, même un James Gunn qui est chez DC, qui a rejoint la Warner, qui est sans doute le mec qui a le plus de poids parce qu'il a la tête de DC Comics, c'est le genre de gars qui pourrait élever la voix et il gagnerait beaucoup dans mon estime. Mais si tout ça ne se passe pas, on va perdre quelque chose de fondamental. Et voilà, je voulais en parler un petit peu avec vous à chaud. Je pense qu'on refera le point peut-être dans plusieurs mois / années en vrai, pour voir ce qu'il en est. Voilà en tout cas mes prédictions. J'ai essayé de vous faire quand même une vidéo sourcée, une vidéo un peu plus travaillée qu'un react à chaud. Et je serais très curieux de voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, vous savez que je les lis tous de toute façon. Et les amis, nous on se retrouve. Bon, cette vidéo était pas prévue, mais du coup il y en a une prochaine qui sort dans 1 jour ou 2. 3 vidéos par semaine maintenant les cocos. Je peux vous dire que mon état mental et mon état de sommeil, c'est 0. En tout cas les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ne démoralisez pas, on verra de quoi l'avenir sera fait. Ciao à tous, bisous.